La mère célibataire, un problème pour l'individu comme pour la société. Le sujet, certes, est délicat, mais en raison de son importance et de son acuité immédiate, il trouve tout naturellement place dans les cadres d'un reportage. Il n'est pas de notre ressort de fixer les responsabilités, non plus que de tirer des conséquences. Nous nous sommes donnés pour mission d'exposer le problème, d'indiquer les ressources communautaires existantes, et par communautaire, nous entendons dire de la communauté en général, ainsi que de souligner le rôle de la société. Nous présentons ce reportage avec honnêteté, sincérité et la plus grande objectivité possible. Tout d'abord, avec Mlle Lucille Pelletier et Francine Moncty, situons le problème. Nous abordons ce grave et difficile problème avec Mlle Lucille Pelletier, travailleuse sociale professionnelle. Mademoiselle Pelletier, en tant que travailleuse sociale professionnelle, est-ce que vous pourriez me donner votre définition de la maternité illégitime? Bien, madame, je crois que nous pourrions dire que la maternité illégitime, c'est l'état dans lequel se trouve toute femme qui conçoit un enfant en dehors des lignes du mariage. Est-ce que la transformation physique qui s'opère chez la mère célibataire, comme chez toute autre mère d'ailleurs, est le premier et le plus grand de ces problèmes? C'est sûrement un grand problème pour elle parce qu'à ce moment-là, c'est une prise de conscience de tous les changements qu'elle aura à opérer dans sa vie durant les quelques mois qui vont suivre. Elle aura à prendre de graves décisions qui pourront compromettre tout son avenir si ces décisions sont mal prises. Que ressent-elle vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de son milieu de travail? Bien, vis-à-vis sa famille, elle se pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'elle leur fera part de sa condition ou non? Elle se demande, est-ce qu'ils m'accepteront? Est-ce qu'ils m'aimeront encore? Et vis-à-vis son milieu de travail, bien mon Dieu, elle se demandera ce que ses compagnes penseront d'elle si elles viennent à apprendre sa condition. Si elle part, est-ce qu'elles soupçonneront son état? Et est-ce qu'elle pourra revenir à son même emploi? Et toutes sortes d'autres questions qui l'affectent sérieusement. Est-ce qu'on peut dire qu'en général, toutes réagissent de la même façon? Oh non, les réactions sont aussi diverses qu'il y a de mères célibataires et ça dépend de leur personnalité et du milieu et de la famille à laquelle elles appartiennent. Sur le plan émotionnel, est-ce que le sentiment de culpabilité joue un grand rôle aussi? Ah oui, c'est très fort chez la mère célibataire, hein, et ce sentiment se trahit dans toutes les réactions qu'elle a vis-à-vis la société surtout, et vis-à-vis elle-même aussi. Elle se demandera comment il se fait que ça lui soit arrivé à elle. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû mieux connaître vu son âge? Est-ce qu'elle pourra encore regarder le monde en face? Et toutes sortes de choses qui expriment que cette culpabilité est réellement un problème sérieux. Vous avez parlé de la société. Est-ce qu'elle a encore des préjugés? Ah oui, la société a sûrement des préjugés, quoiqu'il y ait toute une partie de la société qui aide grandement la mère célibataire qui est aux prises avec ce problème. Mais seulement que je crois qu'il y a toute une autre partie qui est encore conditionnée et qui croit que la mère célibataire est une fille de mauvaise vie. Je dirais qu'elle est plutôt malheureuse et que son état indique un conflit plus profond qu'elle exprime de cette façon. Et ce conflit, elle en partage la responsabilité avec sa famille et avec la société qui a contribué à la former elle-même. On parle très peu souvent du père naturel de l'enfant. Mais est-ce que la mère célibataire a vis-à-vis de lui une réaction bien définie? Ah, c'est sûr, elle le considère et elle se dit, est-ce qu'il m'aimera encore ou comment se fait-il qu'il ne m'aime plus? Je suis aussi responsable que lui. Est-ce que je pourrais encore me marier quand cette expérience sera terminée? Comme solution, vous préconisez évidemment tous les services sociaux mis à la disposition des mères célibataires. Mais est-ce qu'il arrive que ces dernières soient influencées par l'extérieur et cherchent des solutions en dehors justement de ces services sociaux? Ah, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont dans cet état, qui par manque des connaissances, qui par manque de connaissances des ressources ou de préjugés qu'elles ont vis-à-vis de ces ressources-là, se verront offrir et accepteront aussi des services qui leur seront nuisibles pour elles, tels que l'avortement ou aussi tels que des situations où l'avenir de l'enfant sera compromis, tels que le marché noir. Mademoiselle Pelletier, je vous remercie. Voilà donc le problème tel qu'il se présente à la mère célibataire. Sa première ressource dans la solution immédiate de son problème, c'est le service social.
Nous embrassons le tableau avec mademoiselle Mariette Gonneville. Mademoiselle Gonneville, vous êtes travailleuse sociale et ce sont les grandes lignes de votre profession que nous allons étudier ici, si vous me le permettez. Dites-moi, qu'exige de vous, dès les premiers moments, la mère célibataire qui vient vous voir? Je pense que ce que la mère célibataire ou la jeune fille exige quand elle vient ici la première fois, c'est d'être écoutée. Parce que c'est souvent une chose qu'elle n'a pas pu obtenir dans son milieu. Alors, quelle est votre attitude à ce moment-là? L'attitude la meilleure, je pense, c'est ce qui est nécessaire à la base, c'est une attitude d'acceptation profonde, d'acceptation de la jeune fille dans la situation de son problème, c'est-à-dire la jeune fille elle-même avec le problème, mais comme personne humaine surtout, qui est momentanément dans une difficulté, mais qui en sortira. Avant la naissance de son enfant, comment arrivez-vous à lui faire prendre conscience de son gros problème? Ah ben, je pense que c'est peut-être à travers la relation, à travers l'acceptation profonde qu'on essaie de manifester à la jeune fille, qu'on pourra l'amener à maturer, à devenir plus adulte. Il arrive souvent que les jeunes filles n'ont pas eu dans leur milieu ce sentiment d'acceptation. Et quand elles voient que la travailleuse sociale est vraiment sincère et veut l'aider, l'accepte telle qu'elle est, avec ses difficultés, avec ce qui a pu être quelque tort, ça l'aide à se regarder elle-même et à penser que même si elle peut être acceptée par la travailleuse sociale, elle peut aussi être acceptée par d'autres personnes. Et ça l'aide à regarder vers sa famille et vers son entourage de façon plus réaliste, à voir, par exemple, que peut-être que sa famille n'était pas aussi opposée à elle qu'elle l'a cru à un moment donné. L'acceptation, ça semble être le centre de toute l'affaire, mais est-ce que vous lui laissez quand même liberté d'action et de décision? Absolument, et je pense que vous dites bien quand vous dites que c'est le centre, et l'acceptation ne doit pas être seulement un mot. Je pense que toute personne humaine qui se sent aimée, qui se sent vraiment acceptée, pour le reprendre encore une fois, est capable de maturer et de devenir plus adulte. Au sujet des responsabilités, vous m'avez demandé... dans votre question, si on les laisse prendre leurs décisions, je pense. Sûrement qu'on laisse prendre des décisions. Souvent, vous savez, ces jeunes filles-là n'ont pas été à même de penser beaucoup par elles-mêmes. Elles ont été influencées par l'entourage, par des amis, et elles n'ont pas eu la chance de développer leurs propres valeurs. Alors, on leur laisse prendre des décisions, même si ces décisions-là ne sont pas toujours en accord avec nos standards. Oui. Est-ce qu'elles éprouvent quand même certaines craintes à se confier à vous? Est-ce que vous sentez ça ne vient pas toujours naturellement au début. Et elles ont besoin de sentir qu'on est vraiment prête à les aider pour qu'elles puissent se confier. Est-ce qu'elles vous parlent de leur milieu, de leurs parents, de leur contexte social? Encore une fois, quand elles sentent qu'elles ont trouvé une personne qui les comprend, elles sont plus capables de parler de leur contexte social, parce que ça n'est pas toujours facile pour elles de parler de ce qui a été leur difficulté avant de nous connaître. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour vous aider, vous, personnellement? Parce que vous pouvez avoir à faire face à des problèmes très profonds à un moment donné. Oui. Oui, il y a des jeunes filles qui ont des difficultés assez profondes. Et pour celles qui les voient profondément, quand la grossesse est légitime et la manifestation d'un problème ou d'une difficulté profonde, et que la jeune fille s'en rend compte, on peut l'aider plus en profondeur. Et à ce moment-là, l'agence met à notre disposition un psychiatre consultant qui nous aide à faire l'évaluation de la personnalité et à aider mieux la jeune fille. À ce moment-là, je m'excuse, mais je vous remercie. Le service social à lui seul serait nettement insuffisant. Son appui est surtout d'ordre moral. Il lui faut être étayé par des ressources physiques très précises. Voici donc, avec sœur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, quelles peuvent être les ressources communautaires existantes. Quels sont, sœur Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les services sociaux de Montréal qui peuvent orienter et aider la mère célibataire? Voici Madame Poirier. La mère non mariée d'expression anglaise et de foi catholique peut recevoir les services du Catholic Welfare Bureau. La Canadienne anglaise de religion protestante peut s'adresser au Children's Service Center et celle d'origine israélite
peut faire appel au Jewish Child Welfare Bureau. Enfin, toute mère canadienne-française de la province de Québec peut être aidée par le service social de la miséricorde en autant qu'elle fait appel ou qu'elle désire faire appel au service de l'un des homes ou de l'hôpital de la miséricorde. Si elle préfère accoucher à un hôpital particulier ou public, autre que l'hôpital de la miséricorde, elle peut alors demander les services de la Société d'adoption et de protection de l'enfance, section parents naturels. Les services sociaux que je viens d'énumérer, en plus d'aider les mères non mariées dans leurs difficultés personnelles, peuvent aussi leur offrir des services, c'est-à-dire certaines ressources qui seraient le mieux leur convenir à un moment ou l'autre de leur grossesse. Ces ressources seraient des formes de placement, c'est ça? Justement. Alors quelles sont-elles, ces formes de placement? Disons d'abord que la plupart des mères non mariées demeurent généralement dans leur milieu familial ou social jusqu'à ce qu'il y ait apparence de grossesse. Ensuite, au moment opportun, elles peuvent bénéficier des ressources suivantes. Par exemple, du foyer emploi ou domestique, où elles retirent un salaire en retour de certains services ménagers qu'elles y rendent. Je tiens à préciser ici qu'un choix est fait de ces foyers afin que les jeunes filles n'y soient pas exploitées et autant que possible aussi qu'elles puissent bénéficier de ce milieu pour une meilleure réadaptation sociale. Enfin, je mentionnerai les homes, foyers organisés, qui semblent la ressource qui répond le mieux aux besoins de beaucoup de mères non mariées, du moins au dernier mois de leur grossesse. Elles y trouvent non seulement un refuge, mais tout un programme d'activités thérapeutiques. Du côté anglais, ces homes sont St. Martha's Home et le Catherine Booth. Aussi, ces agences anglaises utilisent des foyers privés dits nourriciers où la jeune fille paie une pension. Et du côté français? Du côté français, les agences peuvent utiliser les homes suivants. Le centre Rosalie Jeté, home de 40 adolescentes de moins de 18 ans, sélectionnées en 2 groupes de 20. La Villa Saint-Michel, home de 80 mères célibataires de 18 ans et plus, réparties en 5 groupes de 16. Aussi, les Sœurs de Miséricorde peuvent offrir à une dizaine de jeunes filles un foyer plus discret situé dans la banlieue de Montréal. Enfin, l'hôpital de la Miséricorde dispose aussi d'un département dit foyer temporaire pour une trentaine de mères non mariées qui n'ont pu encore rencontrer une travailleuse sociale pour discuter de leur plan immédiat ou encore qui demeurent jusqu'à ce qu'il y ait place au centre Rosalie Jeté ou encore à la Villa Saint-Michel. Merci, ma sœur. Dans les ressources communautaires existantes, nous avons noté les homes, ainsi nommés pour les distinguer des différentes sortes de foyers. Sœur Sainte-Mechtilde précise le fonctionnement d'un home. Sœur Sainte-Mechtilde, est-ce que vous diriez que le home est un refuge? Non, je ne voudrais pas que le home soit un simple refuge. Bien au contraire, le home doit être un foyer où l'atmosphère reflète l'acceptation, la souplesse, la compréhension et où, enfin, on a le droit d'être soi-même. Pourriez-vous nous parler de l'organisation générale du home? Le home est organisé en fonction de petits groupes, enfin, je veux dire une quinzaine, par exemple, de jeunes filles, afin de refléter l'atmosphère familiale et où, dans chaque groupe, il y a une présence qui est jouée, enfin, par l'éducatrice de groupe. Elle fait plutôt figure de sécurité. Je crois que nos jeunes filles ont vraiment besoin de cette présence presque de tous les instants. Évidemment, vous avez prévu plusieurs activités. Sur le plan éducationnel, que faites-vous pour elles? Nous avons différents cours d'enseignement ménager parce que toujours nous avons en pensée le développement personnel de chaque jeune fille et l'adaptation sociale dans chacune des activités. Alors les jeunes filles, je pense, peuvent se valoriser beaucoup dans le rôle de la femme
par exemple, essayant des plats, en confectionnant une robe. Elles ont aussi des cours de céramique. Elles ont des cours aussi de dactylo, des cours pour nos adolescentes plus particulièrement. Nous avons des cours primaires et secondaires, de la 7e à la 11e année. Et sur le plan récréatif? Nous avons aussi différentes activités. Enfin, c'est laissé un peu à la liberté de chacune, au talent de chacune. Nous avons par exemple les tricots, les travaux à l'aiguille, nous avons la musique, nous avons la télévision évidemment qui prend une grosse part des activités récréatives. Nous avons aussi chaque anniversaire de naissance ici est signalé et les compagnes de l'héroïne du jour, évidemment, lui prépare le gâteau traditionnel. Et il y a aussi des soirées d'amateurs quelquefois dans les différentes fêtes d'occasion. Et nous avons aussi du cinéma une fois par semaine. Est-ce qu'il règne dans les homes une atmosphère, je m'excuse, mais de couvent? Nous voulons vraiment la faire sauter. Je veux dire qu'en fait, nous ne voulons pas vraiment maintenir cette atmosphère de couvent, parce que souvent nos petites filles, justement, ont vécu cette vie d'institution. Et il faut davantage les rapprocher de la famille, vraiment du foyer où elles se sentent chez elles et où elles ont besoin de redevenir elles-mêmes, de reprendre confiance surtout en elles-mêmes et surtout goût à la vie. Est-ce qu'on les aide sur le plan médical? Oui, et je crois que ceci joue un rôle très important dans notre programme de réhabilitation. Nous avons d'abord de la gymnastique prénatale qui, je crois, est très positive pour nos jeunes filles parce qu'à ce moment-là, elle diminue beaucoup l'anxiété qui existe chez nos jeunes filles en regard de leur future hospitalisation. Nous avons aussi un médecin ici qui vient pour les examens prénataux et qui a une figure très sécurisante parmi nos jeunes filles. Il y a aussi le rôle de l'infirmière qui est très important parce qu'à ce moment-là, elle a une relation assez personnelle avec la jeune fille. Je crois qu'elle aide beaucoup la jeune fille à comprendre tout le processus du développement de l'enfant. Si je comprends bien, tout le personnel partage la responsabilité de la rééducation de la jeune fille. Oui, je crois que ceci est très important et c'est peut-être l'esprit qui prédomine dans notre programme. C'est vraiment le travail d'équipe. Je pense que chacun des membres du personnel a à cœur justement la découverte de l'individu pour la mieux connaître et pour la mieux servir par conséquent. Chaque semaine, nous avons une réunion de tout notre personnel sous la direction d'une consultante spécialisée en psychothérapie et nous avons par le fait même une rencontre très positive et qui est aussi au profit de chacune de nos jeunes filles. Et pour tous ces avantages, ça lui coûte combien à la jeune fille? Le travail ici, ou plutôt l'œuvre, est subventionné par le ministère du Bien-être social. La jeune fille n'a pas de pension à payer, sauf évidemment ses médicaments et quelques extras concernant le matériel de cours ou autre chose. Je vous remercie, Sœur Sainte-Mechtilde. Tout ce que nous avons vu touche aux exigences prénatales provoquées par les besoins immédiats de la mère célibataire. Et cela nous amène à cet aspect important du problème, l'hospitalisation pour l'accouchement. Sœur Sainte-Thérèse de Lisieux, dites-moi, quel genre de patiente recevez-vous à la Miséricorde? À la section A, nous admettons en obstétrique les dames mariées, en médecine et chirurgie, les dames et les jeunes filles. Maintenant, à la section B, nous recevons les mères célibataires. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on croit d'habitude, vous ne recevez pas uniquement les mères célibataires, mais aussi n'importe quel autre genre de patiente. Oui, exactement. Maintenant, combien de jeunes filles avez-vous reçues à venir jusqu'à maintenant, depuis la fondation de l'hôpital? Depuis l'année de la fondation, soit 1848, nous avons admis 60 000 mères célibataires. L'an passé, nous en avons reçu 1400, dont 1000 ont été suivies mensuellement à notre clinique externe après rendez-vous. Et alors, qui leur donne les soins nécessaires et qui les accouche? Le service médical à la mère célibataire est sous la responsabilité immédiate du chef de service en obstétrique. Les soins médicaux sont assurés par des médecins spécialistes attachés à l'hôpital, par 2 médecins résidents et 4 internes. Vous, qui avez assisté à des accouchements et qui avez vu les jeunes filles arriver, etc., nous avons parlé tantôt avec Sœur Mechtilde d'exercices prénataux.
Est-ce que vous avez pu constater que les jeunes filles accouchaient avec plus de facilité que les patientes régulières? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus de facilité. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour leur faciliter les choses. Est-ce que c'est vrai qu'on les laisse souffrir et qu'on refuse aux jeunes filles l'anesthésie, par exemple? Il est entendu que les jeunes filles, comme les dames, ont des calmants durant la période du travail et reçoivent l'anesthésie à l'accouchement. Cependant, il faut admettre la dose limite de tout calmant. Et c'est seulement le médecin qui peut juger et non la patiente. C'est le même personnel qui s'occupe des patients dans l'une et l'autre section. Le même personnel, les infirmières, oui. Et une fois que la maman a accouché, que faites-vous de son enfant? L'enfant est porté à la pouponnière jusqu'au départ de la patiente. Et si la mère n'amène pas son bébé, il peut être admis à la crèche de la Miséricorde pour lui permettre de prendre une décision et de réaliser ses plans. Mais si elle a décidé de le garder, est-ce qu'elle peut partir avec son bébé tout de suite? Si elle l'a décidé, oui. Dites-moi, est-ce que la mère célibataire bénéficie de l'assurance hospitalisation au même titre que tout le monde? Oui, Madame Poirier. Et alors, que conseilleriez-vous à une jeune fille enceinte, évidemment, qui désire être admise ici à la Miséricorde? Si elle est souffrante, elle peut s'adresser immédiatement à l'hôpital de la Miséricorde. C'est préférable, dès qu'elle réalise qu'elle est enceinte, qu'elle s'adresse d'abord par téléphone ou par lettre au service social de la Miséricorde, qui l'orientera vers la clinique externe, l'hôpital de la Miséricorde, afin qu'elle puisse bénéficier des services médicaux, et ça en vue de l'aider et en vue d'un meilleur accouchement. Je vous remercie, Sœur Sainte-Thérèse de Lisieux. À ce moment de notre reportage, il convient d'examiner un aspect du problème de la mère célibataire qui touche de près au rôle de la société, c'est-à-dire les préjugés. Disons tout de suite que tant que le mariage n'a eu qu'une fonction sociale et économique, le problème de la mère célibataire est demeuré inexistant ou presque. Lorsqu'éventuellement, le mariage a pris une signification morale et religieuse, faisant de la famille une institution, une toute autre situation se présentait. Le mariage non seulement revêtait un caractère de l'égalité avec un important cortège de fonctions économiques, mais il faisait du mariage de la famille le noyau, la cellule de la société, étayée par les sanctions religieuses, les lois de la morale et aussi de fortes convictions émotives. Toute transgression, dès lors, surtout corroborée par une naissance extramaritale, se traduisait par disgrâce et châtiment. À compter de ce moment, les naissances illégitimes sont devenues le problème que l'on connaît. Des intransigeances qui se sont glissées dans nos mœurs, dans notre morale, dans notre code de vie sociale, sont nés les préjugés dont aujourd'hui on a tant de misère à se départir. Monsieur Jacques Simard, urbaniste et président du conseil d'administration du service social de la Miséricorde, peut nous éclairer bien davantage sur le sujet des préjugés. Monsieur Simard, quelle est votre attitude à l'égard des préjugés? Monsieur Beaulieu, peut-être qu'il serait bon de décrire les préjugés, avant d'en parler. J'aimerais énoncer le préjugé comme étant un état d'esprit qui se fait fi de la raison pour écouter une émotivité ou un mythe, ou encore une réaction de défense de la société, n'est-ce pas, qui voudrait se protéger contre quelqu'un qui cherche à agir contre les règles de la société et se défendant par des tabous qu'on ne doit pas transgresser, quelque chose d'épouvantable. Mais cette attitude, quoi qu'on en ait, doit certainement nuire au travail des services sociaux. Ah, bien sûr que ça nuit au travail du service social, parce que tout ce qui se fait ici, n'est-ce pas, qui cherche à ramener la fille-mère dans son contexte d'une personne humaine dans la société, sitôt qu'elle retourne à la société, elle est considérée comme quelqu'un n'en faisant plus partie. Et on essaie de la punir pour cette supposée faute qu'elle a faite. Au lieu de considérer, n'est-ce pas, qu'il est arrivé quelque chose qu'on doit compter comme du passé et la réintégrer dans la société. Le problème est terrible pour elle parce que souvent elle est rejetée par sa famille. Elle est rejetée par ses employeurs. Et puis alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle est perdue dans un milieu qui devrait, au contraire, l'accepter. Elle est frappée d'un stigmate, en d'autres termes. Exactement. Et tant que notre société ne sera pas maturée suffisamment pour comprendre que, disons par exemple, comme l'alcoolisme, on considère des gens qui
tombent d'un excès d'alcoolisme, n'est-ce pas, sont des gens à plaindre, mais qu'on n'éloigne pas de la société. Alors, dans le cas présent, vous avez quelqu'un qui est rejeté de la société. Il faudrait tout simplement considérer que la chose est arrivée, le mal est fait, passons, reprenons et remettons la personne dans la société comme une personne normale. C'est à cela que l'on devrait en venir. Merci infiniment, M. Simard. Merci, M. Beaulieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons présenté le problème de la mère célibataire. Les bonnes volontés ne manquent pas pour apporter solution et une aide précieuse à ce problème. Mais il reste encore le plus important peut-être, le rôle de la société, le vôtre. Si les responsabilités du problème tel qu'il se présente aujourd'hui trouvent leur source dans le siècle dernier, eh bien c'est dans le siècle présent, dès maintenant, aujourd'hui, qu'il faut le connaître et le comprendre. Nous le comprendrons d'autant mieux que nous viderons nos cœurs des préjugés qui s'y logent, et partant, nous irons loin vers la compréhension du problème et sa solution.